Est-ce que l'on m'entend? Oui, très bien. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui à la Cité de la Réussite. Je suis ravie d'être là une nouvelle fois pour parler aujourd'hui. Cette fois-ci, on va parler de la confiance. On va répondre à cette question, on va essayer de répondre à cette question. Est-il irrationnel de faire confiance? On va être là ensemble pendant 1h30 avec des questions. Il y aura les miennes, mais il y aura aussi celles d'étudiants et puis il y aura les vôtres aussi si vous en avez l'envie, n'hésitez pas aussi à prendre la parole. Je vous la donnerai bien volontiers. On est là aujourd'hui, vous avez vu, je suis loin d'être toute seule. Je suis entourée de personnes formidables, vraiment. On va commencer évidemment peut-être dans l'ordre. Monsieur Bernard Attali, bonjour. Vous êtes consultant et essayiste et vous allez nous parler aujourd'hui de la confiance. Également monsieur Fabrice Bardèche, bonjour également. Vous êtes vice-président exécutif du groupe Ionis Éducation, qui est un groupe qui regroupe des écoles telles que EPITA, Epitech, plein d'écoles de secteurs différents. On a également la joie d'avoir Christine Néo-Leduc qui est avec nous. Bonjour, vous êtes présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. On est en quelque sorte chez vous aujourd'hui. Merci beaucoup de nous accueillir. Gilles Poplin également, directeur de l'école Penningen, école d'architecture d'intérieur, de communication, de direction artistique. Et enfin, Maline Ridal, vous êtes Senior Advisor Wellbeing and Performance. Donc aujourd'hui, vous allez nous parler évidemment d'empathie, de confiance, de bien-être, de développement personnel. Peut-être pour commencer cette réunion, cette conférence, Bernard Attali, j'aimerais vous poser la première question. Quand on voit votre carrière à la tête de grands groupes, comme Air France, dans le monde du business, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut faire confiance? Et si oui, comment on fait? Comment on évalue le bon niveau de confiance? Ou bien on peut ne faire confiance qu'à soi-même, finalement? Normalement, il est allumé. Bonjour, ça marche? Merci. Moi, la réponse est non. Je veux dire que dans les métiers que j'ai faits, ou dans le métier de la finance en particulier, faire confiance, c'est évidemment très, très dangereux, c'est très risqué. D'ailleurs, quand on veut dire les choses de façon politiquement correcte, on dit que la confiance n'exclut pas le contrôle, ce qui est un oxymore pour dire qu'il ne faut surtout pas faire confiance a priori. Je vais donc défendre l'idée que la confiance n'est pas rationnelle, par définition. Sinon, le terme même de confiance n'aurait pas de sens, puisque dans le mot confiance, il y a le mot foi. Quelqu'un qui saurait tout n'aurait pas besoin de faire confiance. Donc faire confiance suppose toujours une prise de risque. Posons-nous la question, à qui fait-on confiance? Forcément, on essaye de faire confiance à quelqu'un de compétent, d'honnête, d'intègre, de bienveillant, mais comme il faut toujours un bon jugement pour savoir si on veut parier sur la compétence, l'honnêteté ou la bienveillance de quelqu'un, il y a toujours un pari à faire sur son propre jugement. En philosophie, j'ajouterais que la méfiance, c'est le doute. Et on sait combien il est essentiel à la pensée critique depuis Socrate, Montaigne, Descartes. Je ne vais pas faire le cuistre ici dans une matière qui me dépasse. C'est en vrai aussi en matière individuelle comme en matière collective. Tout le monde sait le rôle de la confiance dans la santé économique d'un pays, mais la confiance peut être aussi fondée sur le mimétisme. C'est parce que tout le monde croyait à la valeur des tulipes que
les Pays-Bas ont sombré dans la crise économique que l'on sait il y a quelques siècles. Les moutons de Panurge se font confiance les uns les autres et ils foncent dans le ravin. Comme d'ailleurs beaucoup de ceux qui jouent aujourd'hui avec le Bitcoin. Je lisais hier que le Bitcoin aujourd'hui avait une capitalisation mondiale de 3 000 milliards de dollars et que 16% des Américains investissaient dans ce qui est quand même quelque chose, le repère des escrocs et du blanchiment. Prenons les relations internationales. Les pires erreurs de l'histoire sont fondées sur la confiance. J'ai en tête la confiance que les Romains ont fait lorsqu'ils ont donné la citoyenneté romaine à l'ensemble des habitants de l'Empire, ce qui les a conduits à la chute. J'ai en mémoire, évidemment, comme nous tous, la confiance de nos anciens lorsqu'ils se croyaient protégés par la ligne Maginot. J'ai aussi en tête, pour nous rapprocher de problèmes plus immédiats, le Moyen-Orient, où l'on parle souvent de garanties internationales pour assurer la paix ou croire assurer la paix. J'ai le souvenir d'un discours d'un immense ministre des Affaires étrangères israélien qui disait à la tribune un jour, parlant de cette garantie internationale, « There is no guarantee which could guarantee an international guarantee ». Il n'y a pas de garantie qui puisse garantir une garantie internationale. C'est la méfiance qui est rationnelle. La méfiance, c'est d'ailleurs une vertu préventive. Moi, quand je suis rentré à la Cour des comptes, il y a longtemps de cela, j'étais accueilli par un vieux, très respectable conseiller maître à la Cour des comptes, président de chambre, qui disait toujours, mes jeunes amis, on pourrait tout à fait supprimer la Cour des comptes. Il faudrait simplement ne pas le dire. C'est la vertu préventive du gendarme. C'est la confiance des citoyens qui fait la force d'un régime, c'est la confiance qui fonde une monnaie. Mais tout le monde sait ce que cela vaut dans les pays où l'horizon est mal éclairci par les politiques. Comme disait Kissinger, quand on ne sait pas où on va, on n'a aucune chance d'y arriver. Pourtant, la méfiance est un des fondements du régime démocratique. C'est sur la méfiance, je veux dire, est un des fondements du régime démocratique, puisque c'est sur la méfiance que sont fondés Tocqueville ou Montesquieu en installant la réflexion sur la séparation des pouvoirs entre législatif, exécutif et judiciaire. Il fallait installer une méfiance institutionnelle pour garantir la liberté du citoyen. C'est particulièrement vrai aujourd'hui dans un monde où tout le monde, plus de 60% des Français s'informent sur les réseaux sociaux, bien qu'ils soient de notoriété publique massivement manipulés. Et l'intelligence artificielle ne fera qu'aggraver les choses, puisque grâce à tous ces réseaux, nous avons réussi à inventer à côté du vrai et du faux une catégorie nouvelle, faire croire. Je vais m'arrêter là. Juste un mot, un détour vers les écologistes, juste pour être provocant. Il y a chez eux un postulat qui m'a toujours interloqué. Ils pensent qu'il faut faire confiance à la nature. Moi, je pense que le propre de l'homme a justement toujours été de maîtriser la nature. Et si l'homme avait fait confiance à la nature, c'est le déluge qui aurait eu raison et Noé n'aurait pas dû ou pas eu à construire une arche pour nous sortir de là. Voilà quelques réflexions en vrac pour dire ma méfiance comme rationnelle, avec, si vous me le permettez, à ce stade de la réflexion, deux conclusions. 1, la méfiance est plus rationnelle que la confiance. 2, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est pas de savoir si la confiance est rationnelle ou pas. Le plus important, c'est de tout faire pour être soi-même digne de confiance. C'est une sacrée entrée en matière, donc merci beaucoup déjà pour cette première réponse.
Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Vous avez abordé beaucoup de thématiques différentes, notamment l'intelligence artificielle, mais on y reviendra plus tard dans cette conférence. Moi, j'ai une question pour vous, Christine Néo-Leduc, Gilles Popelin et Fabrice Bardèche. Vous avez un point commun, c'est que vous œuvrez tous les trois dans des universités ou dans des grandes écoles. Vous œuvrez donc auprès de la jeunesse, cette jeunesse qui se prépare à se créer une carrière, à se construire un avenir. Est-ce que selon vous, cette jeunesse aujourd'hui, elle a confiance justement en cet avenir? Peut-être Christine Néo-Leduc? Oui, merci beaucoup. Je peux pas, c'est difficile quand on parle de la jeunesse. Je pense qu'il y a autant de jeunes étudiants à des parcours très divers. Donc on peut pas, avec des parcours personnels très divers, on peut pas savoir s'ils ont confiance ou pas en l'avenir. C'est un sentiment que je peux avoir. Enfin, voilà. Je pense qu'ils ont à la fois confiance en eux, pour beaucoup, et quand ils ont confiance en eux, ils l'ont de façon très forte, voire trop forte. Mais ça, c'est autre chose. En revanche, il y en a certains qui ont peut-être plus de difficultés à avoir confiance en eux au regard de leur parcours, au regard de leur situation économique, au regard de la manière dont ils arrivent à faire des études ou pas, les circonstances familiales. Alors la confiance en l'avenir, je pense qu'ils n'ont pas vraiment confiance en l'avenir. Ou en tout cas, que les circonstances actuelles font que la confiance en l'avenir est très, très difficile pour eux. Ça ne veut pas dire que tous ont cette appréhension-là, mais pour pouvoir discuter avec eux, voir leurs réactions, je crois qu'il y a beaucoup de craintes sur l'avenir de la société, sur les questions environnementales. La guerre en Ukraine est un point très fort pour discuter particulièrement avec peut-être des jeunes gens. Se disent, demain, s'il y a la guerre, je pars. Il faut pas le nier. Ça ne veut pas dire que c'est tout le monde, ça ne veut pas dire que ce sera une réalité, mais ça ne veut pas dire non plus que ce n'est pas une idée qui peut quand même être là un peu au-dessus, et ce sont des conversations qu'ils peuvent avoir. Donc ce n'est pas pour faire du catastrophisme, bien entendu, parce que moi je crois beaucoup et j'ai confiance en l'avenir pour eux, parce qu'on les forme de mieux en mieux. Ils sont formés aussi à tous les enjeux environnementaux. On parle de l'intelligence artificielle qui va être un très grand bouleversement sur les métiers actuels et les métiers du futur. Donc tout ça, on joue notre rôle, mais je pense qu'il y a quand même ce type d'appréhension qui sont peut-être irrationnelles ou pas. Ça, c'est peut-être ces appréhensions-là sont irrationnelles peut-être, mais il y a ça, je pense qu'il y a quand même cette sorte d'ambiance qui est difficile pour croire en l'avenir. Gilles Popelin? Oui, alors, moi je suis sur des disciplines et sur des champs qui sont ceux de la création. Et en fait, la confiance en l'avenir, je pense que c'est assez difficile pour des jeunes gens de se projeter. Mais en revanche, là où je pense qu'il y a une forme de corruption, c'est que comme on vit dans un monde où nous ne sommes finalement que sur la mesure du risque et sur la performance et sur l'amélioration, c'est un des corollaires de la société de consommation. En fait, toute notion de création est par certains aspects corrompue. Or, la création, elle repose avant tout sur la confiance et sur la confiance en soi pour pouvoir justement accorder sa confiance à l'autre et rentrer dans un mécanisme de co-construction, puisque effectivement, on a besoin, pour inventer l'avenir, de pouvoir le co-construire. Donc, effectivement, jeune, on peut avoir un excès de confiance en soi, mais là où on a, je pense, un enseignement très fort à instiller, c'est d'avoir surtout confiance en l'autre et être soi-même digne de confiance, comme le disait Bernard Attali. Ça veut dire qu'on rentre dans une société qui soit acceptable et où le débat puisse s'exprimer, où il peut s'exprimer parce que justement, on a suffisamment géré ses émotions et avoir acquis la confiance pour pouvoir accorder la sienne aux autres. Ça, je pense que c'est vraiment essentiel qu'aujourd'hui, pour assurer un avenir, entre guillemets, serein à nos enfants, finalement, et aux jeunes, et aussi qu'ils puissent mesurer que la société de demain est la leur et pas la nôtre, qu'ils sommes vieillissants, avec les progrès de santé qui nous font aller de plus en plus. On n'a jamais été autant, je pense, de générations à vivre de manière
aussi active. Et à un moment donné, c'est ça qui est compliqué pour les jeunes. C'est finalement où est leur place, là où finalement le monde est régi uniquement par la mesure du risque. Il n'y a plus d'aventure possible. Quelle est la projection? Si en plus elle est guidée par des intelligences artificielles qui leur laissent sous-entendre que ça va être l'algorithme qui va l'inventer, moi, mon métier en tant que directeur d'école d'art et de création, c'est de leur montrer que même si l'intelligence artificielle va peut-être les libérer de la page blanche, en tant qu'auteur, ils ne pourront jamais finalement s'exonérer d'avoir de l'inspiration et de savoir convoquer leurs émotions à bon escient. On a quand même à un moment donné un travail à fournir entre l'objectif désiré et l'objectif annoncé. En fait, la création, c'est, d'un point de vue purement philosophique, c'est l'articulation entre l'imagination et la raison. Et en fait, entre les deux, c'est le réel. Comment est-ce que finalement le réel, on se l'approprie? Comment est-ce qu'on peut, à un moment donné, le vivre, tout simplement? Alors qu'en fait, on est tout le temps dans la mesure du risque. La mesure du risque. Et si on fait ça, qu'est-ce qui va se passer après? En fait, on est en train de former, à force de KPI, à force de data, que des assureurs qui vont finalement noter, mettre du rating sur toutes leurs expériences de vie, mais jamais vivre la vie, en fait. C'est ça qu'il faut, vivre la vie pour avoir confiance. Fabrice Bardet, vous êtes d'accord avec le discours de Gilles Popelin et avec celui de Christine Néoloduc? Alors, je dirais pour ma part qu'on a une société qui a toujours besoin de confiance. Je crois que l'homme, depuis qu'il est au monde, a besoin de confiance. En effet, il n'est pas rationnel, depuis l'aube des temps, de faire confiance au voisin, à celui qui surgit, à celui qu'on ne connaît pas, parce que c'est un possible ennemi, c'est un possible agresseur. Mais on voit bien que dans l'histoire de l'humanité, les espaces se sont sans cesse agrandis, jusqu'à une époque récente. On est passé du rapprochement des tribus au rapprochement des villages, au rapprochement des villes, à la construction des régions, à la construction des pays, à la construction des alliances entre pays, c'est-à-dire qu'on a sans cesse repoussé la limite de la défiance qui porte à l'affrontement. On a sans cesse repoussé cette limite. C'est un besoin viscéral. Après ça, en effet, gagner la confiance est un combat perpétuel. Et je constate, moi, chez les jeunes, qu'il y a encore cette dualité. C'est-à-dire que les jeunes ont appris à se défier de tout ce qu'on leur dit parce qu'ils ont pu voir à travers les réseaux sociaux, à travers l'information Internet, à travers l'information permanente, que l'information était pleine de pièges, de mensonges, de faux-semblants, que même les chiffres sont menteurs et qu'il y a des artistes du trucage des chiffres et que et l'interprétation des chiffres. Et donc, on a, sur les choses les plus concrètes, introduit de la défiance par un certain nombre de comportements déviants dans une société qui est gagnée par la volonté de faire un profit maximum sur tous les aspects de la société. En même temps, ils ont un besoin éperdu de confiance. Moi, je le vois sur les jeunes qui arrivent chez nous. Ils ont besoin qu'on développe leur confiance. Ils nous font confiance. Ils font confiance dans l'institution, ils font confiance dans leur maître, ils font confiance dans les projets qu'on leur donne, ils font confiance dans leur avenir, dans l'avenir qu'on projette. Après, ils ne sont pas naïfs. Ils ont peut-être perdu la naïveté. Il y a quelques années, on n'avait pas du tout les moyens de vérifier l'information comme on l'a aujourd'hui. Quand quelqu'un tenait un propos, quand une institution affirmait quelque chose, c'était l'institution. Quand un notable affirmait quelque chose, c'était le notable, c'était le clerc, c'était celui qu'il fallait écouter. Aujourd'hui, on a bien appris que ceux qu'il faut écouter, ils nous racontent des cracks. Et que donc, il faut les écouter relativement. Regardez aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. La plupart des personnes qui cherchent à fiabiliser une information ou à entrer dans une confiance, ils ont leur cercle de confiance. Les cercles de confiance sont des cercles informels. Pas trop des cercles Facebook ou autres, parce que ça, on sait qu'il y a beaucoup de monde et qu'il y a beaucoup de choses et que ce n'est pas toujours de la bonne information, puis c'est un vecteur idéal de fake news. Par contre, oui, les cercles d'amis, les cercles de proches, les gens qu'on connaît
Et on retrouve quelque chose de très premier dans la relation sociale, c'est-à-dire les voisins, les amis, le village. On est revenu par une défiance qui s'est réinstaurée à travers le monde de l'information permanente et de l'information partout. On est revenu à quelque chose de très primitif. Puisque la confiance n'est plus nulle part, alors il faut la retrouver dans les gens qu'on connaît et dans la proximité. Mais on a cette envie de confiance parce que la confiance, c'est une sécurisation de la société. Et c'est une telle sécurisation que pour la construire, on est sans cesse en train de chercher le contrat. À la base de la société, il y a une forme de contrat social. C'est Rousseau qui l'avait développé, mais il y a un contrat social. Dans toutes nos relations sociales, on fait des contrats. On les fait plus ou moins complexes, mais pourquoi le contrat? C'est justement pour éviter que la méfiance s'installe, pour avoir des moments où on peut contrôler, où on peut endiguer. C'est à la fois une méfiance et une recherche de confiance. Chez les jeunes, je pense que cette confiance est beaucoup plus native, beaucoup plus spontanée, très sympathique, très intéressante à vivre. Et il est important pour nous, institutions de formation, de ne pas décevoir cette confiance parce que c'est justement les premiers pas de la confiance sociale vers l'âge d'adulte. Merci beaucoup. Malin Ridal, on parle depuis tout à l'heure de confiance et aussi de confiance en soi. Vous avez travaillé avec Gabriel Attal, à l'époque ministre de l'Éducation nationale. Vous êtes allé au Danemark, qui est votre pays d'origine, et vous êtes allé là-bas l'année dernière pour découvrir les cours d'empathie qui sont prodigués aux enfants à l'école. L'idée, c'était aussi de les importer en France, et depuis septembre dernier, tous les enfants ont des cours d'empathie à l'école. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui que les enfants manquent de confiance en soi? Et comment on fait justement pour trouver cette confiance au fond de nous? Alors déjà, j'ai peut-être un prisme un peu différent, effectivement, parce que je suis née au Danemark et j'ai vécu mes premières années là-bas. Et le Danemark, c'est le pays au monde qui a le taux de confiance le plus élevé. Donc le point de départ, c'est de faire confiance aux autres. Et il y a à peu près 8 Danois sur 10 qui disent faire confiance à l'autre inconnu dans la rue. Donc quand on est élevé dans cette culture-là, dans cet esprit, effectivement, la confiance semble plus naturelle que peut-être ce que j'ai découvert quand je suis arrivée en France, effectivement, où on parle d'un taux de confiance plutôt aux alentours de 22%, c'est-à-dire un pays de défiance, méfiance vis-à-vis de l'autre. Ce que j'ai pu constater, c'est que une des différences par rapport à cette confiance, c'est notamment individualisme qu'on peut trouver en France, et c'est aussi une forme d'élitisme. Et les cours dont j'ai bénéficié au Danemark depuis l'âge de 6 ans à l'école publique, donc effectivement ce qu'on appelle aussi aujourd'hui des cours d'empathie, qui à l'époque, en 1975, quand ça a été instauré dans le système éducatif au Danemark, on appelait l'heure de la classe. Le but de ces cours était précisément de cultiver l'esprit de la communauté, comment construire la collectivité et le fait de vivre ensemble. Ça semble peut-être aujourd'hui être une expression un peu galvaudée, le vivre ensemble, mais c'était extrêmement sérieux en 1975 quand on a voulu instaurer ces équipes. Et au fond, et là-dedans, c'est comment on arrive à faire confiance les uns et les autres et comment on arrive à apprécier, accepter ceux avec qui on a a priori rien en commun, ceux qu'on n'aime pas trop. Comment on arrive malgré ça à construire des communautés où on peut quand même malgré tout se faire confiance. Et donc effectivement, pour répondre à la question par rapport à ces cours d'empathie en France et le voyage avec Gabriel Attal à Copenhague, c'était pour aller voir comment on peut... Enfin moi c'est un projet que j'ai proposé et j'y travaille depuis 7 ans. Comment on peut instaurer des cours d'intelligence émotionnelle, dites d'empathie, c'est-à-dire l'intelligence de soi, mais aussi l'intelligence des autres. Comment j'arrive à voir, comprendre et accepter les autres. Au Danemark, c'est un peu plus intuitif, nos cours. C'est vraiment de parler des sujets qui peuvent
être vulnérable ou difficile pour les enfants. Alors qu'en France, il y a un vrai programme basé d'ailleurs sur les travaux des académiques français, Rebecca Changlan, Serge Ticheron ou Omar Sana. Donc c'est un peu plus rationnel, ou en tout cas il y a un vrai programme de pouvoir déjà identifier une émotion. Ça peut être aussi la méfiance, une émotion, ça peut être la peur de l'autre, l'identifier et pouvoir le réguler, cette émotion. Donc déjà le comprendre et après pouvoir, est-ce que j'ai le contrôle ou pas le contrôle, et si j'ai le contrôle, quelles sont mes options, et si j'ai pas le contrôle, comment je régule une émotion. Et ensuite, ce qui est très important, et à nouveau dans l'esprit de faire communauté, parce que la confiance fonctionne dans les communautés, dans les collectivités, quand on a tous envie de réussir dans le même projet. Ça peut être un projet de société, ça peut être un projet dans une entreprise ou à l'école. Et comment je le communique ensuite ? Comment j'arrive à communiquer une émotion ? Quand on ne sait pas ni le réguler, ni le communiquer, c'est là où la méfiance s'installe à long terme. Par exemple, c'est quelque chose qui est très mauvais aussi, c'est les non-dits. Je parle souvent aussi dans des sociétés de confiance, des zones. La première chose qui choque une Danoise quand elle arrive en France, et plus particulièrement à Paris, c'est que tout le monde traverse quand c'est rouge. Alors peut-être ça semble un peu banal comme exemple, mais c'est une zone grise. Parce que précisément, c'est très clair, le bonhomme, il est rouge et il ne bouge pas. Et plus vous avez des zones grises dans une société, dans un pays, dans une culture, plus la confiance a du mal à vivre et à se construire parce que le cadre n'est pas clair. Et la confiance a besoin d'une forme de clarté, en tout cas un cadre dans lequel les gens se situent et qu'ils essayent de respecter au mieux. Et c'est là où ça commence à bien fonctionner. Et cette confiance en soi, justement, j'en reviens. Est-ce que c'est important de savoir se faire confiance pour pouvoir faire confiance aux autres ? C'est évidemment un point de départ qui est important pour faire confiance aux autres, mais pas que. La confiance, on a l'impression qu'il faut aimer les gens pour faire confiance. C'est pas vrai. La confiance peut être quelque chose de parfaitement rationnel. On peut très bien faire confiance à des gens qu'on n'aime pas particulièrement, mais on sait je parle souvent d'une formule assez simple de la confiance. La crédibilité, est-ce qu'il sait le faire ? Est-ce qu'ils vont le faire, c'est-à-dire la fiabilité, crédibilité, fiabilité et proximité. Est-ce que je connais un minimum la personne ? Est-ce que je connais la moralité, l'éthique de la personne ? Ce qui joue aussi, il y a une forme de est-ce qu'ils savent le faire ? Est-ce qu'ils vont le faire ? Et quelle est ma relation à la personne ? Et quelle est la confiance que je fais moralement et éthiquement à la personne ? Parce que c'est une autre confiance encore. On peut faire confiance à des différents niveaux là-dessus. Donc une confiance en soi, de ce que j'observe, y compris dans les cours d'empathie et les cours que je donne dans les entreprises, des confiances et de sécurité psychologique. La sécurité psychologique, c'est quelque chose qu'on enseigne à l'école danoise également et que moi j'enseigne dans les entreprises. C'est le sentiment de pouvoir faire confiance aux autres et se sentir à l'aise de poser une question, émettre une idée et avouer une erreur. Et l'avenir de la confiance, c'est aussi lié à notre capacité à accepter l'erreur et l'échec. Parce que quand je vous dis qu'au Danemark, il y a 78% de confiance, je vous dis aussi, soi-disant les champions du monde, je vous dis aussi qu'il y a 22 où ça ne marche pas. Et donc c'est le fait de pouvoir continuer malgré l'erreur et l'échec et de continuer à y croire pour arriver à... Moi, j'estime que mon niveau de confiance aujourd'hui à Paris, où je vis, il est bien au-delà de 80%. Ah oui. C'est étonnant par rapport justement à ce que M. Attali nous disait avant, etc. Même ce que M. Bardèche nous disait, le fait qu'il y ait justement pas mal de... Bon, on parlait des jeunes tout à l'heure, mais pas que. Au final, les gens, on a l'impression quand même, on en parle depuis tout à l'heure, il y a beaucoup le terme de méfiance qui est revenu. Et vous, finalement, vous nous dites que
Ah oui, C'est plutôt positif. ah ouais, complètement. Par Ouais. rapport aussi au pays dans lequel vous avez grandi et où là, pour le coup, les statistiques n'ont rien à voir avec celles de Au la France. Danemark, c'est quelque chose d'intuitif et naturel. Je ne vais pas faire un disclaimer avant de faire confiance à quelqu'un au Danemark, mais je vais le faire en France. Donc, je suis extrêmement précis. Je passe beaucoup de temps à décrire mes critères de confiance, mes intolérances, c'est-à-dire qu'est-ce qui est rédhibitoire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour moi, parce qu'on n'a pas tous les mêmes critères. Et oui. Et c'est là où ça devient difficile. Et si on n'est pas clair dans notre système de confiance, et d'ailleurs avouer nos zones grises, moi aussi j'ai des zones grises. Et donc si je ne les décris pas, les gens ils peuvent se dire mais elle est quand même très bizarre, cette Danoise, on ne peut pas lui faire confiance parce que je vais me trouver face à des gens qui ont d'autres critères. Donc je pense que cette réflexion à la base d'avoir quels sont mes critères et d'ailleurs en quoi, et souvent j'ai envie de demander, et on pourrait le faire là maintenant, est-ce qu'on considère soi-même être une personne à qui on peut faire confiance? Main levée, qui considère être une personne à qui on peut faire confiance? C'est plutôt assez unanime. Hein. Et donc c'est évidemment le point de départ qui est intéressant parce que si individuellement on était à peu près à 100%, je crois, mis à part ceux qui dorment un peu. Mais c'est qu'on pense l'être soi-même, mais c'est ça aussi, j'ai envie de dire, quelle est notre signature de confiance? En quoi on est une personne à qui on peut faire confiance? Et souvent, c'est très flou quand on rentre dans le sujet, ce que je fais évidemment quand je donne mes cours. C'est quoi, en fait ma signature? En quoi, Malines, on peut lui faire confiance? En tout cas, j'estime être une personne de confiance. Donc, moi, je deviens assez concret. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement rationnel dans ce côté concret. Et après, il y a cette confiance morale et éthique qui est plus émotionnelle, je trouve, parce que c'est un feeling. Merci beaucoup, Maline Ridal, pour ces éléments. On a avec nous des étudiants qui ont travaillé sur quelques questions pour vous, chers intervenants, que ce soit des questions qui vous sont destinées à tous ou que ce soit des questions qui vous sont destinées personnellement en fonction de votre parcours, de vos casquettes. On a des étudiants qui ont réfléchi sur ces questions qui viennent de l'université présidée par Madame Néo-Leduc, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mais on a aussi des étudiants de l'ESSILV, de l'ENAC, de l'EDEC, de l'EM Lyon et de l'université Toulouse-Jean Jaurès. Messieurs, puisque c'est un panel 100% masculin aujourd'hui, messieurs, je vous invite à poser votre première question. Je ne sais pas si vous avez un micro, mais sinon, je vous invite à prendre le mien. Merci. C'est gentil. On vous écoute. Bonjour à vous six, merci pour tous vos propos. Une question pour Monsieur Attali. Qui fait partie d'ailleurs des 2 personnes que j'ai vues qui n'a pas levé la main quand vous avez posé votre question à Madame Ferrand. Et non, mais ma question vient de là, mais elle peut être aussi dirigée à vous, Monsieur Bardèche. Si la méfiance c'est la posture de principe, comment prendre une décision? Comment prendre une décision de groupe? Et qui plus est, comment prendre une décision dans le secteur privé? Et deuxième question corollaire, comment est-ce qu'un investisseur doit se comporter sur un marché, mais aussi dans un projet quelconque, si la confiance n'est pas sa posture de principe, ou en tout cas une probabilité forte? C'est drôle que vous me posiez cette question, parce que je l'avais prévu. Oui, vous allez voir. Alexandre sait que je suis mentaliste. J'ai tout à l'heure mis sous votre siège la réponse à votre question. Regardez sous votre siège. Regardez sous votre siège. Là, vous voyez, il n'y a rien. Voilà. Là, il ne fallait pas me faire confiance. Drop the mic. Est-ce qu'on a une autre question? Du coup, je ne suis pas sûre que... Ou peut-être, M. Bardèche, vous voulez compléter, du coup. Oui, mais je pense que de toute façon, la confiance, elle va se construire. C'est nécessaire. Si vous voulez travailler avec un groupe ou dans un environnement, vous devez construire les conditions de la confiance. Ça va être plus ou moins long, plus ou moins facile. Vous aurez envie avec un tel ou avec une telle, ou vous n'aurez pas envie, mais à un moment donné, c'est nécessaire. Donc il faut trouver les moyens de passer avec peut-être quelques précautions, mais vous n'avez pas d'autre choix.
que d'arriver à un environnement de confiance dans le groupe. Faut quoi? Faut lâcher prise, du coup, c'est ça? C'est pas lâcher prise, c'est construire. C'est construire. C'est avancer. Mais pour avancer, il faut avoir un terrain certain. Monsieur Attali, je vous ai vu réagir. Vous voulez ajouter quelque chose? Non. Non? D'accord. Très bien. Ok. Est-ce qu'on a donc une autre question? Donc, merci pour encore. J'ai une question pour... ah oui. Plus près, ouais. J'ai une question pour tous les participants ici qui ont envie d'y répondre. Donc, les liens de confiance se construisent souvent autour de raisons émotionnelles, mais aussi rationnelles. Et donc, dans vos expériences à vous, est-ce que vous considérez que l'un doit prendre le pas sur l'autre? C'est-à-dire que les éléments émotionnels peuvent-ils être plus importants ou moins importants que les éléments rationnels pour construire une confiance? Qui souhaite réagir en premier? Allez-y. Pour être un tout petit peu plus sérieux que tout à l'heure, je crois que nous avons traversé un moment privilégié, si je puis dire, pour répondre à la question qui nous occupe aujourd'hui, c'est le moment du confinement. J'ai eu l'opportunité d'interroger il y a quelque temps une cinquantaine de patrons sur les conditions dans lesquelles ils avaient vécu le confinement et ce que cela avait changé dans leur mode de management. Et j'ai été très frappé de voir que, par la force des choses, pendant le confinement, beaucoup de chefs d'entreprise avaient réalisé qu'il fallait faire confiance. D'ailleurs, ils n'avaient pas le choix. Il fallait faire confiance, les distances étant là, le distanciel étant là, l'impossibilité de se réunir étant là. Beaucoup de chefs d'entreprise, à ce moment-là, ont fait confiance dans leurs équipes sur le terrain et ont eu en retour une mobilisation, un cercle vertueux s'est engagé qui a permis à beaucoup d'entreprises de résister à la crise, au-delà évidemment des aides d'État. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que après le confinement, tout le monde est revenu à la situation antérieure. Là où on avait, par la force des choses, supprimé contrôle, a priori circulaire, instruction verticale et autres bureaucraties, la plupart des entreprises sont revenues, des chefs d'entreprise, des cadres supérieurs, sont revenus à leurs vieilles bonnes habitudes qui consistaient à ne pas faire confiance. Et je voudrais juste souligner à quel point cette période-là a été passionnante de ce point de vue et souligner de ce point de vue juste une dernière remarque, à savoir que je pense que les entreprises ou les chefs d'entreprise qui font confiance sont les entreprises qui finalement gagneront demain. Gilles Poplin. Moi, j'ai envie de dire que c'est un doux adage entre les deux. Et c'est vrai que cet épisode du Covid, si finalement on s'y réfère, qu'est-ce qu'il a convoqué finalement? Il a convoqué, à un moment donné, une situation qui était totalement inédite, sur laquelle finalement on n'avait pas de prise, sur laquelle finalement on n'avait pas de projection sur ce qu'allait être le lendemain. Et finalement, on était en train de faire face au présent et à la gestion de l'instant. Ça nous a bien ramené finalement dans cette appréhension du réel, où entre finalement ce qu'on pouvait ressentir de manière intuitive et en même temps ce qu'on devait finalement exécuter de manière rationnelle, on était à la frontière, à la porosité, et on était vraiment dans une temporalité qui finalement nous était d'une certaine manière, malgré le contexte, assez salutaire. Moi je sais que personnellement, en tant qu'enseignant, je pense que je n'ai jamais autant travaillé qu'à cette période de ma vie, puisqu'il fallait finalement gérer beaucoup d'attention et avoir beaucoup d'attention et d'organisation pour tout un chacun, mais dans un instant qui était quasiment celui du moment, avec une gestion qui était à la fois la rationalisation du lendemain, mais avec finalement la gestion de l'émotion sur l'instant présent. Donc je pense que ce moment-là et cette articulation nous a peut-être fait, pour certains d'entre nous en tous les cas, nous sentir très 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 vivants aussi à cette époque. Mais en même temps, combien de jeunes isolés du groupe ont pâti de cette situation et combien ont été complètement déséquilibrés
par une situation où ils n'étaient plus appuyés sur un lien social pendant une période prolongée. Si je peux me permettre, c'est que je pense qu'il y a deux niveaux, notamment avec la question de la Covid. On a le niveau de la réponse, on va dire, institutionnelle, au sens où, en tout cas pour les institutions de formation, je pense que les collègues ont eu des réactions assez incroyables, puisque du jour au lendemain, tout a basculé. À la fois dans un cadre institutionnel, on a dû donner un cadre quand même à tous nos enseignants pour savoir comment voilà, un cadre, mais il y a eu beaucoup de confiance dans la mise en œuvre du cadre, puisqu'elle s'est retrouvée complètement fragmentée et chacun chez soi qui continuait à faire ses cours, essayer de contrôler, garder du contact avec les étudiants, etc. Il y avait quand même un cadre, mais je pense qu'on a appris à lâcher un peu plus prise et à faire beaucoup plus confiance dans la mise en œuvre en fait du cadre qu'on avait essayé de poser pour quand même organiser. Les choses doivent quand même être organisées et nos étudiants attendaient aussi cela de nous. Mais dans le même temps, individuellement, pour les étudiants et aussi pour les enseignants, ça a été une période souvent d'isolement et de grandes difficultés. Parce que je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, la confiance est aussi un lien de confiance. Et quand on est dans un lien de confiance, ça suppose vraiment un échange. Et cet échange, lorsqu'il est à distance, il est quand même dans des conditions très particulières. Le lien social, le lien de confiance, c'est un lien social, d'empathie, de réciprocité ou pas. Et ça, je pense que l'épisode a été quand même très douloureux pour beaucoup, et on en voit encore les conséquences en termes de consultation de psychologue pour nos santé mentale pour nos étudiants. C'est une réalité. Mais ça ne veut pas dire que ça a brisé un lien de confiance, mais ça a fait qu'en fait, il n'y avait plus rien. Voilà, ils se trouvaient isolés. Quand vous vous retrouvez étudiant dans une chambre à Paris avec 8 mètres carrés, seul, voilà, c'est compliqué. Et vous pouvez, et ça a été un enjeu pour nos institutions post-Covid, vous pouvez vous sentir abandonné. Abandonné, c'est une réalité. Et on a eu du mal parfois excusez-moi, c'est assez peut-être une expression un peu simple, mais à rattraper nos étudiants, à faire en sorte qu'ils reviennent, qu'ils se réinsèrent et qu'ils arrivent à nouveau à avoir ce lien de groupe qui est quand même très important. Donc voilà, il y a eu de bons effets et des effets quand même très 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 compliqués. Vous voulez réagir, Malines Ridal ? Oui, c'est plutôt sur l'exemple de l'entreprise, parce que pendant alors si on reprend cette période du Covid, ce qui était extrêmement impressionnant de voir, c'est que les entreprises avec lesquelles je travaillais, qui avaient déjà une culture de confiance, où les dirigeants avaient confiance à leurs collaborateurs, et si on prend l'exemple d'abord au COMEX ou au comité de direction, ça a fonctionné. C'était une période où ils avaient une certaine facilité à s'adapter à ces circonstances qui étaient difficiles, mais ils arrivaient à s'organiser par cette confiance. Et contrairement à ça, j'ai vu des exemples affolants de directions qui ne faisaient pas confiance, qui demandaient de détailler quasiment heure par heure ce que les gens y faisaient à la maison, et donc avec cette méfiance enfantin qui vexait les gens et que ça les désengageait. Ils se disaient mais déjà on est à la maison, c'est dur, ma grand-mère est malade et en plus on me demande de détailler du matin au soir ce que j'ai fait dans la journée sans aucune confiance. Ça a déclenché un désengagement vis-à-vis de l'entreprise qui était vraiment très important. Donc, ce point de départ, moi je dis souvent, je pense qu'on crée ce qu'on croit. C'est que si on croit à la confiance, il y a une tendance quand même à qu'on arrive à la créer mieux, mais toujours en étant très clair dans le cadre. C'est quoi, de quoi parle-t-on ? Quels sont mes critères ? Où est-ce que j'attends les gens ? Où est-ce que je les attends un peu moins ? Quelles sont à nouveau les zones grises ? Quel est ce système de confiance qu'on veut créer ? Un exemple au Danemark, c'est que symboliquement, je le donne souvent, on laisse des poussettes avec des bébés qui dorment à l'extérieur pendant que les parents déjeunent à l'intérieur. C'est un acte parfaitement irrationnel. Enfin, si on pointe le point de vue de ceux qui viennent ailleurs, ou même français, on ne laisse pas des bébés dormir tout seuls dans des poussettes à l'extérieur pendant que les parents déjeunent à l'intérieur. Est-ce que je ferais la même chose ici avec un bébé ou ailleurs ? Non, je ne le ferai pas.
Donc c'est aussi les circonstances extérieures et cette analyse de est-ce que c'est adapté ou pas. De faire confiance de cette manière-là, ce qu'on peut appeler une forme de naïveté. Mais après, dans la construction dans les équipes, et je prends juste un dernier exemple que je trouve intéressant, pour ne pas parler du Danemark tout le temps, si on prend l'exemple de Mohamed Yunus, qui est celui qui en a nommé aussi le père du microcrédit, lui, il a prêté de l'argent à des milliers de personnes sans aucune garantie. Il a créé Greyman's Bank à Bangladesh, un pays où le taux de confiance est à 5%. Et donc, dans tous ces prêts et de cette confiance qu'il a fait, 95% des prêts ont été remboursés dans un pays où il y a seulement 5%. C'est-à-dire que c'est basé sur une confiance qui n'est pas rationnelle pour le coup. Et l'essentiel des prêts était fait à des femmes. C'est vrai, en plus. Non, mais c'est vrai. C'était essentiellement fait à des femmes. Mais je peux prendre l'exemple du père Pedro à Madagascar, qui a créé des villages, des communautés, des écoles de travail pour plus de 40 000 personnes. Madagascar, c'est un des pays les plus pauvres au monde, c'est un des pays les plus corrompus au monde. Et malgré ça, dans ce contexte, le père Pedro arrive à créer ces communautés parce que aussi, c'est extrêmement clair. Il n'y a rien de bisounours. Premier vol, le premier manque de respect de la communauté, vous êtes dehors, même si vous allez en mourir. Et donc, c'est ce cadre et cette communauté, à nouveau, je pense, est très, très important. Et donc, quand on y croit, on arrive à bouger les lignes et quand on est clair, en plus. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une autre question ? Bonjour, merci à tous pour vos réponses. Cette question s'adresse plus particulièrement à vous, Monsieur Gilles Poplin, mais tout le monde peut y répondre. Donc vous avez, à travers votre école, une grande expérience dans le design graphique et dans l'image de marque. Et on le sait, dans tout ce qui est architecture et plus globalement le commerce, il faut qu'il y ait une confiance entre le client et la personne qui propose son service. Sauf que tout cela, ça repose sur quelque chose d'irrationnel. Est-ce que le produit est beau ? C'est quelque chose qui n'a pas de vrai cahier des charges. Donc comment, dans ce contexte de commerce, on peut enseigner à l'étudiant de faire confiance au client sur le fait que le client, derrière, va payer, etc. Et va être content surtout du travail qui a été fourni. En fait, c'est là où tout l'enseignement de la création réside. C'est finalement de convoquer suffisamment d'expérience et de sensations extérieures, exogènes à soi, pour trouver une forme d'adaptation et finalement mémoriser les sensations qui passent par le moment où on réalise les choses. Parce qu'en fait, quand on est un créatif, a priori, comme vous l'avez dit, on ne réalise pas forcément des choses pour soi, on les réalise pour des autres. Et donc, il va falloir développer un certain nombre presque de compréhension de comment, finalement, qu'est-ce qui se cache derrière les mots, qu'est-ce qui se cache derrière les intuitions, comment est-ce qu'on les conforte, comment est-ce qu'on les concrétise, comment est-ce qu'on arrive aussi, d'une certaine manière, à les co-construire, parce que finalement, dans tout acte de création, il y a une forme de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre, et à un moment donné, il faut comprendre qu'on n'est pas forcément à l'initiative de ce qui nous est demandé, mais comment est-ce qu'on peut amener celui qui vous la demande à aller peut-être plus loin que ce qu'on aurait, peut-être que là il aurait voulu aller, sur la base finalement de la sensibilité qui convoque chez vous. Ça veut dire qu'on est bien encore dans un rapport de confiance où il faut connaître en fait ses propres émotions pour peut-être aussi déceler celles qui sont chez l'autre et petit à petit aussi convoquer une émotion et une forme de rationalité commune. En fait, c'est toujours, c'est pas blanc ou noir, c'est forcément, en fait, comme vous le disiez, une forme de zone grise qu'il faut petit à petit arriver à teinter d'une certaine manière. Je ne sais pas si j'ai répondu concrètement à votre interrogation, mais c'est un rapport de confiance qui doit s'instaurer et il n'y a pas finalement de postulat qui serait vrai de part et d'autre. C'est forcément une interaction qui doit jaillir. Bernard Attali, vous souhaitez compléter ? Oui, un mot. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. La confiance, ça se construit.
Moi, j'utilise souvent le proverbe arabe que j'aime beaucoup, qui dit que le vrai commerce commence quand le client a dit non. On passe à une autre question ? Bonjour, merci beaucoup. Je vais avoir une question pour Malin Ridal. Donc, vous nous avez présenté justement ce modèle danois, ce modèle de confiance. On doit avoir confiance en l'autre. Et grâce à Monsieur Attali, nous avons bien vu que la France est un modèle qui se base plus sur de la méfiance, même une peur de l'erreur. À ce moment-là, comment est-ce qu'on fait pour transposer ce modèle de confiance, ce modèle danois, vers une société française pour la restructurer autour de la confiance ? Alors, c'est évidemment pas si simple que ça. Ce que je pense être la meilleure manière de démarrer, c'est de décider de créer soi-même des communautés, des groupes de confiance autour de soi. Et donc, petit à petit, créer des cercles de confiance de plus en plus grands. Une des raisons pour lesquelles que le Danemark est un des pays où la confiance est élevée, c'est que c'est aussi un des pays le moins corrompu au monde. Donc c'est vrai que l'exemplarité de l'État, etc., et des institutions est évidemment important par rapport à la confiance donc, aux institutions et au gouvernement. Mais en attendant, je dirais qu'on peut tout à fait démarrer ce travail soi-même en étant soi-même quelqu'un à qui on peut faire confiance, en prenant consciemment ce risque avec l'autre et en se posant vraiment la question de notre relation à l'erreur et l'échec. Parce qu'il y a beaucoup, je pense, notamment en France, qui vient de là, c'est qu'à l'école, vous avez tous, je pense, le souvenir des rendus avec des traits rouges, des corrections à n'en plus finir, et vous êtes notés très tôt à l'école. Et donc cette notation peut casser la confiance en soi et on peut rapidement être soit nommé comme étant nul en maths ou en langue ou se sentant tout simplement comme étant nul, en échec. Et donc ce défi-là, il est à surmonter jusqu'à un certain point et en mettant les enfants très tôt en compétition à vouloir être le premier ou le deuxième ou le troisième de la classe, ça met à mal aussi le sentiment de la communauté. Le Danemark est également un des pays les plus égalitaires au monde et ça aide aussi à la confiance. Une fois que j'ai dit ça, moi je pense que c'est tout à fait possible de petit à petit de commencer cette construction de confiance. Et là, mon pari, c'est de dire, commençons par l'école en donnant des cours d'empathie, mais en réalité des compétences psychosociales, le comportement, la relation à l'autre, comment la compréhension de l'autre. L'empathie, en réalité, est assez facile avec des semblables. Quand on a beaucoup de points en commun, quand on vient du même milieu, là, c'est plus facile de se mettre à la place de l'autre ou être empathique. C'est difficile quand c'est des gens avec qui on estime avoir rien en commun, qu'on n'aime pas trop. Et c'est cet apprentissage qui est important pour pouvoir fonctionner en société et créer de la confiance. Parce que l'empathie, c'est de voir, comprendre et accepter l'autre. Et quand on comprend quelque chose ou quelqu'un, c'est plus facile de pouvoir créer un cadre de confiance qui peut fonctionner même malgré nos différences. Donc c'est évidemment complexe, mais c'est aussi quelque chose de relativement simple si on s'y met tous à essayer d'être clair, je pense, sur nos attentes, sur notre cadre. Et dans un système d'enseignement, donc de groupe, le plus difficile dans un premier temps, quand les élèves arrivent du secondaire, c'est de casser le système par lequel ils étaient évalués avec des notes fixes sur des sujets très construits et où il y avait toujours les mêmes, d'une certaine façon, qui réussissent pendant que les mêmes se plantent. Quand on a créé l'école d'informatique Epitech dans le groupe, on l'a créé justement sur un principe radicalement différent, où on apprend aux jeunes à ne pas avoir peur de l'échec,
pas avoir peur de se planter et à travailler ensemble et de leur apprendre qu'à plusieurs, ils seront toujours plus forts que tout seuls, même si tout seuls, ils sont très forts. Et ça se fait progressivement, mais avec des méthodes parfois un peu dures à vivre sur l'instant, mais qui, après ça, rendent la vie beaucoup plus paisible. Quand vous avez les premiers groupes de projets qui ont 0, ils rigolent. Après ça, il y a le deuxième projet où il y a encore 0. Il y a le troisième projet où il y a encore 0. Et alors là, ils s'inquiètent. Enfin, les 0, ils ne sont pas habitués. À l'école, ils avaient, quand ils étaient mauvais, ils avaient 6 ou 7. Là, le projet à l'Épithèque, il fonctionne ou il ne fonctionne pas. Déjà, en première intention, avant de voir comment il est bâti. Il ne fonctionne pas. Le client qui est censé recevoir la commande ne paye pas. Donc, ça vaut 0. Alors, évidemment, si vous avez passé, vous, jeunes, plusieurs jours sur un projet, plusieurs nuits, et que vous avez 0, tirez un peu la tronche. Mais bon, on remonte sur le cheval, on continue. Après ça, le problème, c'est plus vous vous habituez, c'est les parents. Mais mon fils, il a toujours 0. C'est pas normal. D'abord, ils engueulent le fils ou la fille. Mais je dis plutôt le fils parce que l'Épithèque, malheureusement, c'est très masculin. On se soigne, mais c'est encore très masculin. Mais la confiance va venir. D'abord, après ça, ils vont cesser d'avoir 0. Et puis, on a tout un système de coefficients qui permet de rattrapage et qui permet d'annuler les 0 parce qu'il faut bien mesurer l'effort. Mais ils n'ont plus peur de tomber, ils n'ont plus peur de rater, ils n'ont plus peur de l'initiative, ils n'ont plus peur de l'ignorance. Et ils savent qu'en se confrontant, même à des choses qu'ils ne connaissent pas, bien, ils vont apprendre, et qu'ils vont apprendre à plusieurs, parce qu'il y aura toujours quelqu'un dans un groupe qui sait plus qu'eux, et avec l'autre, ils vont apprendre. C'est une rééducation, d'une certaine manière. Parce que véritablement, quand ils arrivent, ils ne sont pas du tout comme ça. Mais ça fonctionne très très bien. Oui, parce que j'allais justement faire le lien avec vous. À l'université, c'est encore un peu différent que ce que vient d'évoquer M. Bardèche. Oui, c'est vrai. Je pourrais répondre un peu là-dessus, mais en fait, il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce que vous venez de dire, c'est les parents. Non, mais c'est un vrai problème. Il y en a sans doute parmi nous. Hein. Oui, mais je suis moi-même. Voilà. C'est un vrai problème à l'université. Ça devient. Enfin, ça devient. On l'évite et voilà. Mais il y a quand même quelque chose de fond, moi, qui me marque et qui est très différent de quand j'étais étudiante, pour dire. Je ne dirais pas quand c'était il y a assez longtemps. L'irruption des parents à l'université, c'est quelque chose qui est, enfin, en tout cas dans l'enseignement supérieur, qui est marquant, moi, qui me marque vraiment, puisque quand même nous avons des étudiants qui sont la plupart du temps majeurs, ou qui le deviennent la première année. Parfois on a des étudiants qui arrivent, ils ont eu le bac en avance, mais ils sont majeurs. Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de messages que je reçois de parents qui me disent « ma fille, mon fils, c'est pas normal, vous avez fait ci, vous avez fait ça, la bonne note, machin, etc. » Et j'en passe, voilà. Et qui directement, mais même, il faut un mail directement à la présidente de l'université, on a 45 000 étudiants, honnêtement, voilà. Ça, c'est quelque chose qui me marque. Parce que moi, et donc on ne répond pas, hein, la consigne, c'est on ne répond pas aux parents. Nous avons des étudiants qui sont majeurs, ils sont là pour être autonomes, pour apprendre l'autonomie, travailler en groupe, travailler individuellement, éventuellement se réorienter, etc. Ça aussi, la réorientation, quand on rentre à l'université ou dans des formations, on peut se rendre compte que ce n'est pas la bonne formation, ce n'est pas ce qui nous plaît, etc. Et de permettre de plus en plus de réorientation, c'est aussi faire confiance aux étudiants en leur proposant d'autres voies et les accompagner dans ces autres voies. Mais la question des parents, elle est au-delà du fait voilà, que nous, systématiquement, c'est non. Ça veut dire, ça dénote quand même quelque chose, les parents. Ça veut dire que parfois, ils n'ont pas confiance dans leurs enfants. Ils ne savent pas les laisser avoir confiance en eux, les accompagner de loin, mais voilà, dire vous êtes, voilà, ça y est, vous êtes dans une autre période de votre vie, on vous aime, voilà, on vous regarde de loin, mais on vous laisse faire, on vous laisse assumer. Parce que combien de fois les parents disent j'arrive pas à avoir la note de mes enfants, pourquoi j'ai pas la note, demandez-lui, ou peut-être il veut pas vous la donner. Voilà. Et là, je crois qu'il y a aussi une transformation de la société dans le lien parent-enfant
une fois qu'on est sorti du secondaire. Là, il y a quelque chose qui est très très important et qui ne donne pas forcément confiance aux étudiants et qui est problématique pour les enseignants également. Malines Ridal, est-ce que justement cette situation que nous expose Christine Néo-Leduc, est-ce qu'on a l'impression que justement ce processus d'évolution en termes de confiance chez les jeunes, il est ralenti ? En fait, à nouveau, et pardonnez-moi pour reprendre l'exemple du Danemark, mais c'est juste parce que je rebondis sur les propos de Christine, c'est que au Danemark, la majorité, jusqu'à 75% des enfants quittent la maison à l'âge de 18 ans. Et donc, il y a une vraie indépendance, l'autonomie. 2/3 des jeunes Danois travaillent à partir de l'âge de 13 ans. Ils gagnent leur propre argent de poche. Donc, en fait, il y a une forme de responsabilisation qui est émise très tôt. Et donc, les parents ne vont sûrement pas... Enfin, ça peut peut-être arriver, mais ce système-là, je pense qu'on ne va pas le retrouver. Et ça, c'est à nouveau quelque chose qui... dans le manque de confiance, est symptomatique, je pense. Hein. Et là, c'est parents-enfants. Et après, ça se transmet dans la société, je pense. Et là, je n'ai pas du tout répondu à la question. Non. La question. C'est pas grave, je vais la reposer. Pardon, ma question, c'est réponse en tête. La question, c'était est-ce que justement le fait d'avoir ces parents qui poursuivent justement leurs enfants au lieu de les laisser un petit peu s'envoler tout seuls, est-ce que ça ralentit chez les jeunes adultes, chez ces étudiants, leur processus d'indépendance émotionnelle et d'indépendance en termes de confiance ? Évidemment, parce que si on dit qu'un de nos objectifs ou buts dans la vie, c'est de devenir soi-même. Si on a une pression pour devenir quelqu'un qui a été décidé par nos parents, oui, ça ralentit ce processus parce qu'on est peut-être obligé de passer par ce chemin de devenir la projection de nos parents avant de finalement pouvoir prendre le chemin pour devenir qui on est en réalité. Et avoir une forme de fidélité, alignement entre ce qu'on est, ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait dans la vie, cet alignement-là, pour moi, est même la définition du bien-être dans la vie. Donc, si on est poussé par une forme d'élitisme à bien réussir les études qu'on a peut-être à peine choisies parce que ça a été poussé par les parents, ça peut ralentir fortement, oui, bien sûr. Et en plus, si on ne se sent pas aligné et ailleurs et pas à sa place, ça coûte cher. Gilles Poplin, vous vouliez réagir ? Oui, je voulais rebondir, c'est qu'effectivement, il faut absolument qu'on soit en capacité de faire confiance à ses enfants et ne pas forcément reproduire le schéma qui est le nôtre. Alors peut-être que ça témoigne aussi du monde adulte, finalement, aussi une perte de confiance parfois dans la société, même dans laquelle nous évoluons, et que par méfiance, on s'inscrit dans une logique où on a envie du meilleur pour nos enfants. Et de ce point de vue-là, eh bien, au lieu de leur laisser prendre le risque, on essaie de mesurer une fois encore ce risque. Donc il faut absolument, pour le coup, lâcher prise. Merci beaucoup. Cette conférence, c'est aussi la vôtre. Si d'ores et déjà vous avez des questions aussi, si vous aussi vous avez envie de participer activement à cet échange, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a déjà dans la salle... Oui, madame, au premier rang, s'il vous plaît. Ah, pardon, je ne vous avais pas vu. Merci. Bonjour, merci à vous. Moi, je voulais aborder un domaine qui est très particulier, qui précipite certaines personnes dans une relation contrainte totalement asymétrique du fait des savoirs, où il n'y a pas de réciprocité, qui est le domaine de la santé, puisque grand nombre de malades vont se retrouver contraints à la fois par la maladie et se retrouver dans un univers qui leur est totalement étranger, dans ce qu'on appelle un parcours de soins pour certaines maladies graves, dégénératives ou en oncologie. Et dans ce parcours de soins, un mot revient, entre autres, qui est la confiance. Donc vous avez dit des choses extrêmement intéressantes par rapport à cette asymétrie que l'on trouve aussi entre un enfant et un enseignant. Donc, qu'est-ce que vous faites de la confiance dans ce domaine où même un adulte se retrouve comme un enfant de 4 ans? Fabrice Bardèche. Il y a une asymétrie de la confiance dès qu'il y a une grosse différence de savoir, comme vous l'avez mentionné. Quand il y a cette grosse différence de savoir, on n'avait pas d'autre choix
pour celui qui investit sa confiance dans la personne qui sait, il n'y a pas d'autre choix que celui-là. Parce que, notamment dans un parcours de santé, vous connaissez l'importance de la psychologie et de l'envie qu'on a de guérir ou de la foi qu'on a dans sa guérison pour accélérer, aider le processus de guérison. Le rôle du praticien dans ce cas-là est surtout de donner toutes les raisons à ce lien de confiance de durer. Mais évidemment, c'est difficile, notamment dans le domaine de la cancérologie que vous mentionnez, parce qu'il y a des épisodes où on ne sait pas, le praticien ne sait même pas jusqu'où il peut, qu'est-ce qu'il peut dire à l'autre, qu'est-ce qu'il peut dire à son patient, qu'est-ce que son patient est capable d'accepter comme perspective, notamment lorsqu'elles sont relativement douloureuses ou négatives. Qu'est-ce que son entourage est capable d'accepter? Et là, on est dans le domaine d'une relation psychologique qui sort même du domaine de la confiance, parce que c'est de l'analyse du risque. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je ne peux pas dire? Je pense que, Malène, vous seriez presque plus professionnelle pour répondre à ce sujet-là. Je crois que c'est il n'y a pas de... Je ne pense pas qu'il y ait de recette pour traiter ça. Non, je suis assez d'accord avec vous, Fabrice. C'est-à-dire que quand il s'agit du monde médical, on est presque obligé, on n'a pas le choix de ne pas faire confiance. On peut évidemment faire à nouveau crédibilité, fiabilité et proximité. Donc la réputation, qu'est-ce que je sais de ce médecin, fiabilité de traitement, etc., des rapports, et puis évidemment la crédibilité. Ça joue, c'est le domaine du rationnel, mais ça fait partie des situations où on n'a pas trop le choix. Enfin, on peut se renseigner évidemment, mais on est obligé de s'abandonner un tout petit peu dans ce système. Les praticiens sont beaucoup plus transparents qu'avant. C'est intéressant, je me permets de rebondir sur votre question. C'est intéressant parce qu'effectivement, il y a quelques années, il y avait des professions comme ça où ça revient aussi un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, où jamais personne ne remettait en question la parole des enseignants, des professeurs, des médecins. Aujourd'hui, à l'heure d'Internet, etc., on voit, les gens se renseignent. Vous disiez, il y a cette notion de crédibilité. On se renseigne sur le praticien qu'on va consulter. Est-ce qu'il est bien noté? Est-ce qu'il ne l'est pas? On se renseigne aussi sur les éventuelles pathologies. On connaît tous, je ne citerai pas ici, mais il y a un fameux site où on dit, voilà, tu t'es renseigné là-dessus, et on arrive, et presque c'est le patient qui demande confirmation à son médecin. Alors, est-ce que j'ai bien cette pathologie? Est-ce que là aussi, du coup, il y a quelque chose à corriger, et comment on peut le faire? C'est toute l'ère de la désinformation, etc. Les médecins, ils le disent tous, arrêtez de vous renseigner sur vos maladies sur Google, parce que soit ça peut vous induire de l'angoisse pour des choses qui ne sont pas du tout concernées, enfin, où vous n'êtes pas concerné, ou des traitements qui ne sont pas du tout adaptés, etc. Donc il faut faire extrêmement attention. Et d'ailleurs, peut-être ça met en mal la confiance. Peut-être qu'on fait, sans se poser des questions. Arrêtez de considérer qu'une heure passée sur Google vaut 5 ou 10 années d'études. C'est une bonne réponse. Est-ce que dans la salle, il y a d'autres questions? Oui, je vous vois tout là-haut avec le chemisier orange. Merci. Oui, merci. Merci pour vos réponses. On parle beaucoup des acteurs métiers, mais ce manque de confiance, j'ai aussi l'impression qu'il traduit un manque de confiance dans les institutions, notamment le système de santé, à mon avis, on voit un peu s'effondrer, s'étioler. Des expériences, on parle de confiance envers un ou une praticienne, mais en fait, c'est aussi une accumulation d'expériences, de mauvaises expériences, de manquements. On parle de désinformation, de sites sur lesquels il ne faut pas se renseigner, mais par ailleurs, on a aussi des expériences où on n'est pas pris en charge, et à contrario, nous, on arrive à trouver, avec des erreurs et en tâtonnant, des solutions. Et le fait de ne pas sentir ce filet et cette prise en charge, ça nous incite aussi justement, ça nous incite à être méfiants.
Maline Ridal, vous souhaitez... Oui, pardon. Non, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre là-bas? Je regarde, mais j'ai pas l'impression. C'est en fait sur la base d'un postulat. Je ne fais pas confiance au système médical ou je ne fais pas confiance aux médecins. Ce qui se passe dans notre cerveau, c'est qu'on collectionne des preuves toujours dans le même sens. Et donc, vous allez collectionner sur le moindre preuve, vous allez construire donc votre position et votre croyance qui va devenir de plus en plus fort, toujours dans le même sens. Les politiques, pardon, je répète pour ceux qui n'entendraient pas. Les politiques, c'est ça? Il y a les politiques, mais il y a notre point de vue, c'est-à-dire le postulat qu'on a face à une situation, ça peut être les politiques aussi, un système. Et plus vous êtes sûr d'avoir raison, plus vous allez, c'est comme les algorithmes, dès que vous avez appuyé sur like une fois, vous allez avoir les mêmes arguments qui vont dans le même sens. Ce qui d'ailleurs crée toutes les radicalités, la polarisation de la société aujourd'hui. C'est qu'on va aller chercher les arguments qui vont toujours dans le même sens. Et le cerveau, il fait ce tri-là. Le cerveau, on dit qu'il reçoit plus de 11 millions d'informations par seconde, mais consciemment, on va uniquement sélectionner 40. Donc, ce qu'on fabrique, et ce qu'on voit, et ce qu'on pense être la réalité, c'est-à-dire notre réalité, est basée sur une petite minuscule fraction de la réalité, c'est-à-dire là où on collectionne des preuves de ce qu'on pense être vrai déjà. Donc évidemment, il peut y avoir des tendances. Moi, je dis souvent quand j'arrive à mes cours ou dans mes conférences, ah là là, qu'est-ce que je suis contente, je suis arrivée avec SNCF ce matin, avec le TGV, ils arrivent toujours à l'heure, c'est vraiment agréable. Et la moitié de la salle, plus de la moitié de la salle, ils se tournent vers moi en disant que mais c'est une blague, ils sont toujours en retard les trains. Mais ils ne sont pas toujours en retard les trains. D'ailleurs, si on voit les statistiques des SNCF, ils ne sont pas du tout toujours en retard. Ils sont, je crois, pour 90% à l'heure les trains. Et donc, c'est très intéressant d'observer à partir d'un postulat à quel point on collectionne et on exagère d'une certaine façon notre conclusion finale. Et c'est très intéressant de faire un petit exercice qui est la collection du preuve du contraire. En fait, quels sont quelques exemples du preuve du contraire? Parce que ces croyances très négatives se renforcent et vous allez finir par être sûr. La certitude, d'ailleurs, c'est quelque chose de très mauvais pour le bien-être et pour le vivre ensemble. Et ça veut dire qu'il n'y a aucune possibilité que le contraire peut être vrai aussi. Merci pour votre réponse. Vous soulignez, Maline, un des gros problèmes de la société de l'information aujourd'hui, c'est que on passe beaucoup de temps sur nos devices, sur nos petits terminaux, que ce soit le téléphone ou la tablette ou l'ordi, sur de l'information, et que cette information est, contrairement à ce qu'on imagine, à sens unique toujours. C'est-à-dire qu'elle va dans le sens de vos intérêts et de vos curiosités. Les algorithmes sont bâtis pour ça. Et donc même lorsque vous lisez les news, vous pensez lire des news neutres, vous ne lisez que des news dirigées vers vous. Et donc ça vous conforte dans un certain type de littérature, dans certaines idées. Et donc c'est un outil de fractionnement de la société. C'est un des outils les plus dangereux. Et à l'aube de l'intelligence artificielle, on est là à un moment où la société va devoir devenir très très vigilante, parce qu'on entre dans une période de grand danger pour tout ce qui est confiance dans l'environnement d'information, dans l'environnement d'entreprise, dans l'environnement même médical, puisque ça va rentrer dans l'ensemble de nos systèmes extérieurs. Et ces systèmes, eh bien, ils seront pilotés d'une certaine façon par l'intelligence artificielle. C'est inévitable. C'est la vigilance collective qui pourra faire en sorte que cette orientation soit meilleure pour la société qu'elle ne risquerait de l'être. Christine Néo-Leduc. Oui, c'était pour rebondir sur une remarque qui a été faite.
c'est vrai que pour les institutions, il y a la confiance est vraiment quelque chose de primordial. Tout simplement pourquoi ? Parce que nos institutions, je parle de l'exemple de l'université, on a des fonctions à assumer. On a des fonctions, nous, enseignement, recherche. On doit former tous nos étudiants pour qu'ils aient un travail et qu'ils aient une insertion professionnelle à la sortie de leurs études, et on doit faire en sorte que la recherche soit parmi les meilleures au monde, parce que c'est l'avenir aussi du pays. On a ces fonctions à assumer, et si on n'arrive pas à avoir la confiance de nos concitoyens, c'est le chaos, parce que si on n'assume pas ces fonctions-là, quelque part, on a un impact sur la société et un impact sur l'avenir du pays, enfin, j'ose le dire. Et c'est vrai qu'on a donc aussi une responsabilité en termes de communication. Et je vais prendre un exemple. Combien de fois vous pouvez entendre dans les gens ou des journaux de dire « les universités françaises sont des usines à chômeurs ». Tous entendu. C'est assez classique quand on veut dénigrer, etc. Or, c'est complètement faux. On insère, je ne vais pas vous parler des taux d'insertion de notre université, dans les meilleurs métiers, on remplit notre rôle. Et donc là, c'est vrai qu'il faut aussi, et ça c'est peut-être nouveau par rapport au passé, il faut aussi que nos institutions qui n'avaient pas l'habitude de cela acceptent de communiquer, acceptent de rentrer dans le jeu des médias, voire de communication à l'heure de l'IA, etc., sur les réseaux sociaux, et on le fait parce qu'on a cette bataille à mener. Avant, il y avait une certaine... C'était plus confortable, en fait. On disait, bon, ben voilà, l'université, voilà, l'université, c'est ça, etc. Bon, c'est un peu attaqué. Donc, on a aussi à se saisir de cette communication, de battre en brèche toutes les fausses informations, etc. Mais c'est très, très compliqué, et c'est même un peu déstabilisant pour nous, il faut le reconnaître. C'est pas si simple que cela. On essaie de le faire, mais il y a un vrai enjeu. Parce que sinon, en bout de course, on n'assume pas nos fonctions, ou les citoyens pensent que l'on n'assume pas nos fonctions, et ça met un fossé, une méfiance, voire une défiance importante. Et juste pour reprendre ce que vous avez pu dire, Maline, tout à l'heure, à propos de clarté, justement, et de... Enfin, voilà, la confiance qui se base sur la clarté, sur le fait qu'on sait dans quoi on s'engage. C'est aussi le cas pour les institutions. Là, on parle du coup de la communication au sein de l'université, mais au niveau, par exemple, pour reprendre l'exemple du système de santé, le fait que le fonctionnement ne soit pas homogène, le fait qu'il y ait une multitude de cas particuliers, de fonctionnements différents, je reprends mon expérience personnelle, ça a fait que je ne sais pas à quoi m'attendre. Ça n'est pas clair. Je ne sais pas ce qui m'attend et je n'ai pas confiance en ce système. Je n'ai pas une réponse miracle par rapport à ça parce que non, mais il y a beaucoup de... Quand on a une très mauvaise expérience soi-même, c'est difficile dans un premier temps de commencer à faire de collection de preuves du contraire parce qu'on est blessé par une situation et mis en insécurité. Et donc, quand on mais ça va beaucoup aider ce que vous aviez dit comme argument à ce sujet. Bon, c'est déjà ça a pu aider un peu, c'est bien, mais on peut perdre la confiance, mais on peut aussi la reconstruire par un effort qui est fait par le fait de ne pas laisser aller dans la collection de preuves toujours dans le même sens. Mais c'est vrai qu'après, ça peut être difficile quand on a été malmené dans des systèmes qui ne sont pas toujours très clairs. Peut-être le médical, c'est un exemple. L'heure tourne. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, oula, vous êtes plusieurs. Je ne sais pas tellement. Peut-être devant. Merci. Merci, bonjour et merci pour vos propositions. Je crois qu'à part Madame Ridal, peu d'intervenants ont évoqué les thématiques émotionnelles et ça m'a fait beaucoup penser aux neurosciences. On a quand même appris beaucoup de choses récemment, notamment un grand monsieur qui s'appelle Antonio Damasio et qui nous explique qu'effectivement les processus décisionnels, et la confiance de mon point de vue, c'est quand même comment est-ce que je décide, sur la base de quoi je décide. Dans mon souvenir, il y a une démonstration, pour le coup assez scientifique, sur le fait que nos prises de décision sont fondamentalement mues par nos émotions qui elles-mêmes sont le fruit de processus cérébraux extrêmement complexes.
voilà, j'avais envie de mettre ça sur votre table pour susciter des réactions. Merci. Qui veut réagir? Moi, je veux bien. Eh ben, allez-y, Gilles Poplin. Je ne suis pas du tout un spécialiste des neurosciences, je ne suis pas du tout compétent dans ce domaine-là, mais dans ce que je convoque dans des enseignements qui sont liés justement à développer une pratique créative, bien évidemment, en fait, tous les mécanismes qui vont être liés à l'affirmation du caractère, mais qui finalement passent par le développement d'une faculté de discernement, qui s'appuie sur finalement savoir capitaliser sur des expériences, qu'elles soient heureuses, difficiles ou parfois même malheureuses, mais finalement apprendre à capitaliser sur ses propres émotions et pour pouvoir aussi, d'une certaine manière, post-rationaliser, c'est quelque chose qui est essentiel dans des enseignements artistiques. C'est vrai que souvent, finalement, on pense que l'enseignement, ça repose avant tout sur de l'acquisition de connaissances, mais la connaissance, finalement, aujourd'hui, c'est plus tellement un gros enjeu, elle est accessible. Après, il faut savoir aller la convoquer, la sélectionner et être en capacité de qualifier sa valeur. Mais un des vrais enjeux, je pense, c'est d'un point de vue... Monsieur Bardet, je disais tout à l'heure que dans l'enseignement supérieur, il y a finalement une forme de rééducation à savoir convoquer. En fait, c'est vrai. On se rend compte que nos enfants, souvent, on traverse un environnement scolaire qui repose beaucoup sur l'acquisition de connaissances et sur leur réussite par rapport à cette acquisition, mais pas nécessairement sur la confiance qu'ils doivent acquérir au travers des expériences qu'ils auraient pu vivre, quelle qu'en soit la nature. Alors c'est un peu... parfois idéalisé, parce que voilà, tout le monde n'évolue pas dans des schémas familiaux ou sociaux qui sont toujours heureux. Mais fondamentalement, c'est normal qu'un enfant tombe, qu'il se fasse mal, c'est normal qu'un enfant ne réussisse pas tout. Et c'est aussi à nous de lui apprendre et de lui faire déceler que cette somme d'expériences qu'il vit, va petit à petit constituer son capital pour avancer, je pense, en tant qu'adulte avec une forme de libre arbitre. Il faut vraiment, je pense, arriver à préserver cet apprentissage du libre arbitre et du discernement qui doit petit à petit conforter et se nourrir de ses émotions et de ses affects aussi. Bernard Attali. Oui, ce qui vient d'être dit me remémore une anecdote personnelle. Si vous me permettez de terminer, en tout cas pour moi, par un propos plus léger, on a assisté il y a quelque temps, un jour de canicule au bord d'une piscine, à la scène suivante. Un monsieur d'un certain âge a forcé son gamin à monter sur le tremplin et il lui a dit « saute ». Et le gamin, qui avait une dizaine d'années, a dit « non, je ne sais pas faire ». Le père a insisté « saute, saute ». Et de toute façon, je te rattrape. Le gamin a sauté, le père ne l'a pas rattrapé. Et donc, en me mêlant de ce qui ne me regardait pas, je lui ai dit, c'était quand même un peu rude. Il me dit, écoutez, d'abord, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Là, il avait raison. Et puis, il m'a dit, vous voyez, mon fils, il a appris deux choses. Un, il a appris à sauter. Et deux, il a appris à faire confiance à personne, même pas à son père. Merci beaucoup. Oui. Peut-être pour rebondir, pas sur ce que vient de dire Jacques Attali, puisque je crois que je reconnais mon père. Bernard. Donc, attention, vous prenez un chemin dangereux. Je me revois au bord de la piscine sur le tremplin, pour tout vous dire. Non, simplement, je voulais dire, c'est vrai que... Alors peut-être ça, c'est une opinion tout à fait personnelle, pas forcément institutionnelle, mais je pense que c'est vrai qu'il faut bien entendu que les étudiants puissent apprendre à développer... leurs compétences émotionnelles, leurs liens. Mais surtout, il faut qu'ils le fassent, et ça c'est, je pense, un enjeu, pas seul. C'est-à-dire que le fait de le faire en groupe, de le faire en lien social avec d'autres est extrêmement important, parce que sinon, je pense qu'il y a un risque lorsqu'on développe les capacités émotionnelles, de savoir écouter, etc., c'est qu'il faut aussi quand même qu'ils sachent qu'ils vont être frustrés quelque part. Il faut aussi apprendre à gérer la frustration. Parce que je crois que la vie aussi, c'est on n'a pas tout ce qu'on veut, on ne peut pas faire tout ce qu'on souhaiterait faire. Ça existe aussi. Et aussi de leur dire, ben voilà, il faut apprendre à... vous êtes dans cette voie, vous voulez y arriver, on va vous aider à y arriver, mais il faut aussi apprendre, je crois, à gérer les frustrations. Et ça, je
ne suis pas certaine que notre société le fasse vraiment. Malines Ridal. À nouveau, je vais rebondir sur les propos de Christine. C'est justement l'idée de ces cours d'empathie à l'école primaire, c'est d'enseigner cette capacité-là, de gérer les frustrations, de pouvoir accepter la différence dans l'autre, et évidemment avec le but ultime de réduire l'harcèlement à l'école déjà. Donc ça, c'est pour casser la confiance tôt. Il suffit d'avoir été harcelé. On va se méfier de l'autre, on va se protéger dans toutes les situations, et plus on est dans cette méfiance, plus on va le produire, plus on va collectionner des preuves dans ce sens, de la méfiance de l'autre qui m'est hostile et qui va me faire du mal. Et évidemment, c'est logique si on a subi à l'école de l'harcèlement. Donc cette frustration plus tard à l'université, normalement, si on apprend cette intelligence émotionnelle, ça peut aider dans ces situations. Merci beaucoup. C'est déjà la fin. Je sais qu'il y avait d'autres questions. Je suis profondément désolée de ne pas pouvoir les prendre. C'était sûr que ça allait passer très très vite. Je souhaite vous remercier vraiment très très fort tous les 5. Merci beaucoup. Merci. Merci pour cet échange, merci pour votre attention. Et puis écoutez, je vous souhaite un bon week-end au cœur de la Cité de la Réussite.